Il y a quelque chose de poétique que j'appelle l'effet de cendre. À un enterrement, tout le monde porte un vêtement noir. Moi, je regardais les vêtements noirs, mais c'était aussi et surtout les chandails, les vestes de pluie noires ou alors les robes. L'impression qu'une personne porte une voilette, une femme qui regarde vers le bas. L'effet de cendre, c'est surtout quand tout te paraît triste, quand tout le monde paraît pleurer, quand tout le monde paraît crier de l'intérieur, mais que, en fait, il ne se passe rien. Il n'y a ni pleurs, ni cris, il n'y a ni tristesse, ni hurlement, ni rien. Tout le monde regarde simplement vers le bas. Et, le... Et devant nous, il y a ces hommes en costard qui tiennent... Devant nous, il y a ces hommes en costard qui tiennent le cercueil noir, qui passe. C'est peut-être aussi le cercueil, le fait qu'il soit noir et pas brun, qui accentue l'effet de cendre. Parfois même, j'ai le réflexe de lever la tête et de voir s'il pleut des cendres. Dans ma tête, il pleut des cendres et tout le monde a la tête baissée. Tout le monde regarde le sol et tout le monde ne se précipite pas pour pleurer autour de la tombe. Tout le monde tient un bouquet de fleurs. Et l'effet de cendre, c'est ça, c'est ce que j'appelle les vestes noires, c'est ce que j'appelle l'effet que donne. C'est ce que j'appelle l'effet que donnent les vêtements. Les vêtements sont noirs, les couronnes de deuil sont noires, les roses rouges sont très intenses, donnant l'impression que tout le monde pleure. Mais personne ne pleure. En réalité, tout vient du décor. C'est un effet étrange et vraiment spécial. Une erreur. Une erreur dans notre système visuel qui nous donne l'impression qu'on pleure, qui nous donne l'impression qu'on est triste, qui nous donne l'impression que notre cœur est fissuré et que celui de tout le monde doit volontairement être, que celui de tout le monde doit forcément être en miettes, que la peur, que les pleurs doivent forcément sortir. Et vu le cercueil qui était en train d'arriver, j'enterrais mon... ce jour-là, j'enterrais mon chien. Je l'enterrais dans le jardin. J'ai fait une petite croix que j'ai enfoncée avec un marteau. Je suis allé le mettre dans la remise et je me suis retourné. La maison directement m'a paru plus chaleureuse alors que c'était une vraie prison. Une prison dans laquelle les règles étaient en train de me détruire de manière psychologique. De manière psychologique et sociologique, la manière dont on interagissait avec moi, eh bien la maison me détruisait. Elle me disait, tu ne peux pas aller là, tu ne peux pas faire ça. Si tu vas là-bas, Noé, eh bien Gabriel, tu dois être là-bas. Ça me détruisait. Et j'enterrais mon chien pour la toute première fois. J'ai récité ce que j'avais écrit pour lui. Je lui ai dit, India, au revoir. J'ai dit, au revoir India. Et elle est partie. J'ai levé les yeux, pas pour regarder l'effet de cendre ou voir s'il pleuvait des cendres. Mais ce jour précis, quand j'ai enterré India, j'ai baissé la tête. Et devinez ce qui s'est passé? J'ai baissé la tête, et sur mon doigt devant moi, une toute petite cendre est tombée. Elle ne venait pas du ciel, elle ne venait pas du ciel, mais elle venait d'une fleur qui avait cramé dans un arbre à cause du soleil. Une pétale avait brûlé, déposant une cendre sur mon doigt. J'ai alors pleuré, je me suis effondré en larmes, et tu es arrivé à côté de moi, Noé. Noé, tu es arrivé à côté de moi pour me réconforter. Mon chien était mort. Plus que tout, je ne pouvais plus le retrouver. Il était mort et maintenant je suis rentré. Je me suis assis sur mon lit et avant de monter, tu es monté. Mais, mais avant, tu es venu me voir. Et tu as dit, India te manque? On est resté dans le fauteuil et face à face avec deux livres différents. Une BD et un gros roman bien lourd de centaines de pages que tu lisais toi. J'échangeais, je lisais une partie de la BD, de la bande dessinée et une partie du roman. Un roman sur la politique, sur les guerres mondiales, et j'alternais entre et entre. Je suis allé voir à la fenêtre et j'attendais.
tu m'as retrouvé par terre, devant la fenêtre. Tu m'as demandé ce que je faisais, et je t'ai dit que j'attendais India. Je n'étais pas triste, mais pour moi, elle n'était pas morte. Même si je l'avais enterrée, j'étais sûr que India reviendrait, un jour ou l'autre. Mais pour moi, te dire que j'attends India, c'était attendre un coup de vent violent, attendre une lumière, attendre la lumière du soleil demain matin. Ça me donnait l'impression qu'elle reviendrait sous la forme d'autre chose, même si je ne croyais pas, même si je ne croyais pas à tout ce qui était résurrection. Alors j'attendais. Et tu t'es assis à côté de moi, suffisa- tu t'es assis à côté de moi suffisamment longtemps pour finalement comprendre ce que je voulais dire. J'attendais une remarque de la nature, un geste, disant India n'est pas morte, ou alors elle a passé le paradis, elle est de l'autre côté. Tu peux retourner devant le feu, tranquillement. Et je suis retourné devant le feu, tranquillement. Au moment où j'ai vu passer un gros coup de vent, je me suis dit que c'était certainement elle, depuis le paradis des chiens, qui me faisait un coucou, qui me disait salut, ça va, je suis passé de l'autre côté. Continue ta vie et reviens me voir souvent à la tombe. Je suis souvent revenu la voir à la tombe, et quand je regardais le feu le soir, je ne le regardais plus comme quelque chose qui me réchauffait et m'éclairait. Je le regardais comme un symbole que India me regardait d'en haut. Et toi, tu me demandais chaque jour si tout allait bien, si tout allait bien, jusqu'au jour où tu m'as demandé si tout allait bien, et où je t'ai dit, ça va, tu peux arrêter de me poser cette question. India est partie, je vais devoir faire avec, mais tu es là, toi, après tout. J'avais remplacé India par ta présence. Ce que j'avais réussi à faire, passer au-dessus de mon deuil, mais tu étais là. Tu étais maintenant la présence réconfortante. La présence réconfortante qu'il me fallait. Tu as d'ailleurs été flatté quand je t'ai dit ça. Tu m'as regardé et tu m'as dit ok, bah au début tu étais gêné, ça s'entendait dans ta voix. Et puis tu m'as dit ok, bah je suis flatté. Et nous sommes repartis dans le salon afin d'échanger la BD et le vieux livre.